Quelques coups de pinceau pour extraire un bout de squelette humain. Ces archéologues fouillent une tombe qui pourrait dater du 5e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la région de Bassar, une zone où le fer a été extrait et forgé pendant plus de 2 millénaires. On étudie les coutumes funéraires, comment on place les corps, avec quel bien de leur vie, etc. Ceci, c'est le crâne, probablement d'une femme. On voit les os du crâne ici. Et un bracelet a été mis comme un collier autour du cou. La coutume était d'enterrer des bracelets en fer avec les corps. À quelques mètres des tombes, les archéologues étudient un site de la même époque. Nous avons ce site qui est un site de fabrication des objets en fer. Quand on fabrique le fer, il y a des déchets, c'est-à-dire que les scories. Donc ces scories témoignent d'une production locale mais un peu importante du fer à cette époque. La sous-région ouest-africaine était parsemée de lieux de fonte et de forges de fer. À 25 km à l'ouest de la ville de Bassar, à Bitchabé, un autre site de forge encore à dater entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Ici à Bitchabé, c'était un grand site commercial, comme on peut le voir à travers tous les artefacts qui ont été découverts. Il y a eu des échanges entre les populations Bassar et Konkamba. C'est ce qui témoigne la présence de cette poterie Konkamba en pays Bassar. Les activités métallurgiques ont été stoppées dans le courant du XXe siècle. Dès l'époque coloniale, le fer importé était moins cher et a concurrencé celui de Bassar. Mais aussi, de nombreux habitants de la région, dont des forgerons, ont été réquisitionnés pour des travaux forcés sous la colonisation. À la fin du XXe siècle, des décrets ont même demandé l'arrêt de l'activité du fer pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter les derniers grands fourneaux du début du XXe siècle sur le site de Nangbani grâce au guide et à l'association Tourisme et Vie. Donc on charge le fourneau avec le minerai, le charbon. Donc c'est par le haut, on charge le minerai, en plus du charbon de bois. Le fer se fond et ça descend. Ça se dépose en bas sur le sable fin qu'on avait étalé au départ. Quand ça s'est refroidi avec des faucilles, on plonge des faucilles de cette manière et on racle l'intérieur pour faire sortir la loupe de fer. La loupe de fer était ensuite travaillée par les forgerons. Toute une économie, toute une sociologie que le Togo souhaite mieux faire connaître. Actuellement, le site de la métallurgie ancienne de Bassar est inscrit sur la liste indicative du Togo et le Togo est en train de mener des efforts pour que ce site soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'instar du site du Burkina Faso. Pour cela, le Togo doit encore valoriser le site et élaborer de meilleurs plans de gestion et de prévention des risques. Pour la période 2021-2022, le Togo et la coopération française ont déboursé environ 550 millions de francs CFA pour continuer les fouilles et valoriser le patrimoine culturel de Bassar. Produire des couleurs, l'hématite, riche en fer de la carrière de Guédelon, sert à la fabrication du métal. La transformation en outil de chantier est un procédé complexe. À la forge, les forgerons préparent une réduction de minerai de fer. Alors, donc là, on a préparé un bûcher avec des chutes de bois de charpente. Et le principe ici, ça va être de griller le minerai de fer. Donc, le minerai de fer, on le trouve dans la carrière de Guédelon, au milieu du grès ferrugineux. On récupère ces pierres pour pouvoir donc les faire chauffer. Et en fait, le fait de les faire chauffer aux alentours de 700-800 degrés, ça va permettre déjà d'enlever une partie du soufre qui est contenu dans les pierres. Après 2 heures de cuisson, l'oxyde de fer est brusquement refroidi pour le rendre plus friable et facile à broyer. J'ai juste à récupérer les pierres, par exemple celle-ci. Je vais la mettre dans l'eau.
c'est un peu chaud. Et après, quand on va la ressortir, voilà. Donc au début, on avait une pierre qui était plutôt noire. Et là, on voit qu'on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus friable. Donc ça, c'est le minerai de fer qu'on va ensuite pouvoir piler pour changer la granulométrie, pour faire quelque chose de plus fin, pour la réduction. Une fois le minerai concassé, la réduction peut commencer. Mais d'abord, le forgeron doit construire un bas fourneau avec des briques d'argile crue, au moins 4 semaines avant pour qu'il ait le temps de sécher entièrement. S'il est encore humide, le four ne pourra pas produire la température très élevée nécessaire à la réussite de la réduction. Le but du jeu, ça va être de monter aux alentours de 1300 degrés pour faire réduire l'oxyde de fer, c'est-à-dire passer de l'oxyde de fer à une boule spongieuse d'acier. Comme au Moyen-Âge, les forgerons utilisent le charbon de bois comme combustible. Le carbone participe à la transformation du minerai de fer. Donc voilà, on charge par le haut. On met d'abord notre charbon de bois. On attend avant que ça descende un petit peu. Une fois qu'on a de l'espace, on remplit de charbon de bois, on met notre minerai et on met éventuellement un peu de cendre pour, qui va agir comme un fondant. Et ça va nous permettre de rendre la pierre liquide plus facilement. Avant l'invention du thermomètre, les forgerons surveillaient de près la couleur du métal, qui varie en fonction de la température. Donc là, je ne sais pas si on les distingue bien, mais on a des étincelles, on a les escarbilles du charbon de bois, donc les étincelles qui sont faites par le charbon, mais au milieu, on a aussi des étincelles qui viennent du minerai de fer, enfin du fer qui doit être à température... Nous, on parle de blanc soudant, quand on arrive aux températures où le métal commence à faire des étincelles. Les étincelles du minerai de fer ont une couleur plus claire que celle du charbon de bois, et les forgerons du Moyen-Âge étaient sûrement ravis de les voir apparaître. Mais leur successeur à Guédelon dispose d'une autre méthode pour mesurer la température. On a fait un trou sur la porte par lequel on va glisser du coup une barre. Je vais le laisser quelques temps et ça va nous indiquer la température qu'on a à peu près juste en dessous de l'arrivée d'air. Voilà, donc là, on est proche des étincelles, donc on est approximativement à la bonne température pour notre réduction de minerai. Au bout de 10 heures de chauffe, la loupe peut être extraite du bas fourneau. Voilà. La loupe est une masse de fer spongieuse transformée en lingots de fer par un pliage et un martelage répété. On a passé une trentaine de kilos de minerai de fer. Et à la sortie, en matière brute, en loupe d'acier, on a peut-être une dizaine de kilos de matière. La différence entre le fer et l'acier, ce qu'on appelle du fer, c'est souvent de l'acier doux. En fait, donc c'est un acier qui a moins de 0,4% de carbone. Et ce qu'on appelle, nous, de l'acier qu'on va utiliser pour les outils, c'est un acier qui prend la trempe, donc qui a entre 0,4 et 1,56% de carbone. Et comment ? Bah voilà, flash info. Donc aux alentours de 1%, c'est ça ? 1% de carbone ? Voilà, donc en surface, on estime 1% de carbone. Comme au Moyen-Âge, les forgerons de Guédelon sont un maillon essentiel pour assurer la continuité du travail sur le chantier. Ainsi, les tailleurs de pierre, qui travaillent du grès dur, usent parfois leurs outils en une seule journée. Ces derniers ont donc besoin d'être réparés et affûtés régulièrement. Cette saison, comme les charpentiers auront fort à faire pour finir la tour de la chapelle,
les forgerons leur préparent une nouvelle hache au tranchant effilé. Faut bien. Elle est chaud. Cette hache de charpentier ne sera pas entièrement en acier. Le corps sera en fer et le tranchant, appelé mise, en acier. Un fer plus chargé en carbone. On a besoin de mettre de l'acier parce que le corps de la hache est en fer, donc c'est un métal qui est assez ductile et qui ne va pas rester coupant très longtemps. Alors que l'acier est beaucoup plus dur, une fois qu'il est trempé, il va avoir une humidité suffisante pour tenir la coupe et résister au choc. À l'époque médiévale qui nous concerne, fabriquer une hache en acier, ça serait beaucoup trop coûteux et assez inutile parce que l'acier est un petit peu moins facile à forger que le fer et il demande beaucoup plus de travail pour la fabrication, pour sa fabrication au départ. Donc on va juste l'utiliser là où il y a besoin et en même temps d'utiliser du fer pour le reste de l'outil, ça va lui donner une forme de souplesse qui va être intéressante pour des outils de percussion comme une hache ou un marteau, des outils avec lesquels on frappe. Un outil tout acier va vibrer beaucoup plus qu'un outil associant fer et acier. L'acier et le fer sont soudés à une température de 1200 degrés. Les deux éléments sont ensuite encastrés à coups de marteau afin de créer une liaison entre les atomes des métaux. Alors je mets un peu de borax, c'est un sel de bore qui va protéger la soudure de l'intérieur. Et puis du sable fin, très siliceux, qui va vitrifier en surface et protéger l'acier de l'oxydation dans le feu. Donc ça va éviter qu'il s'abîme. Comme de nombreux artisans au Moyen-Âge, le forgeron signe sa fabrication avec une marque de tâcheron. Dernière touche, la marque du château.